Madame la Présidente, chers rapporteurs, chers ministres, chers collègues, je crois qu'aujourd'hui on est en plein dans l'actualité puisque aujourd'hui c'est le plan pauvreté et que finalement ces états généraux de l'alimentation depuis des mois, quels que soient les députés sur ces bancs, on est en train de rédiger un plan contre la pauvreté agricole. Et donc c'est aujourd'hui dans cette actualité-là qu'il faut construire ça. Il faut toujours rappeler encore une fois, mais je sais que inlassablement, qu'un agriculteur sur deux gagne moins de 350 € par mois, que tous les 3 jours un suicide, et que ces états généraux de l'alimentation, sur tous les bancs, j'ai toujours plaisir à écouter les députés Descoeur et Bonny, et parce qu'on doit co-construire aujourd'hui quelque chose qui sorte, oui, bien évidemment, et les autres, co-construire par le travail agricole, je dirais de la dignité. Sortir l'agriculture de sa pauvreté, les agriculteurs et agricultrices de la pauvreté. Et ce que j'espère dans cet article premier, c'est qu'on garde à l'esprit les mois de travail, monsieur le ministre, que vous avez fait, pour que tous ensemble, je dis bien tous ensemble, amendement par amendement, quels que soient les bancs de cette Assemblée nationale, on sort dans cette journée de la pauvreté, ces hommes et ces femmes agricoles, nos paysans de cette pauvreté-là, par la valeur travail et par la valeur de la terre qu'elles produisent. Alors, à l'article premier, ayons ça à l'esprit et combattons la grande distribution qui a envie de les affaiblir, qui encore une fois aujourd'hui est en train de leur mettre de la promotion. Alors ensemble, construisons cette valeur agricole sur tous les bancs de l'Assemblée nationale. Le suivant, le 843. Oui, comme chacun le sait, la grande distribution organise le retard de nos PME qui viennent les livrer. Comme ça leur permet de leur mettre des grandes pénalités et derrière, celles qui vont les mettre au tribunal, d'être déréférencées. C'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie, jusqu'à donner à plusieurs producteurs la même heure de livraison. Moi, cet amendement qui encadrait et qui pouvait faire en sorte que la grande distribution, M. Michel-Édouard Leclerc en tête, ne pourrait pas, à nos industries agroalimentaires, nos petites PME, d'avoir des pénalités qui soient 2% supérieures à la marchandise livrée. Parce que sinon, c'est du racket que nous, le législateur, on laisse faire. C'est-à-dire, on laisserait la grande distribution tondre nos petits producteurs et tondre nos industries agroalimentaires. Quand nous avons été dans cet hémicycle, j'étais tranquille, je croyais être tranquille. Les Républicains, M. Viala, d'autres, étaient d'accord, on était d'accord, Agir était d'accord, les amis communistes, les amis de la France Insoumise, tout le monde était d'accord, et beaucoup de la République En Marche. Et m'a surpris, et je reçois de nos industriels dans l'été des pénalités de retard de la grande distribution qui sont multipliées par 2 et par 3. Au Sénat, nos sages ont validé ce que nous avons voté dans cet hémicycle. Et donc moi je pensais que le bon sens prévaudrait, qu'une main invisible n'allait pas agir pour retirer ce qu'avait été le bon sens collectif. C'est pour ça qu'on a demandé un scrutin public, parce que je veux savoir comment, qui, alors qu'on n'arrête pas de dire que la grande distribution massacre nos PME, massacre nos producteurs, allait changer ce qu'on avait décidé ensemble. Et donc moi je pense que là aujourd'hui, en votant ces amendements-là, c'est vraiment donner un signe de défense de nos producteurs, de nos industries alimentaires face à la grande distribution. Et qu'on ne m'objecte pas, parce qu'on a beau être des jeunes députés, on a compris comment ça fonctionne, qu'on ne nous objecte pas le droit. Parce que nous aussi, nous avons pris maille avec le Conseil d'État, avec le Conseil constitutionnel, pour voir si nos amendements étaient juridiquement bien rédigés. Et moi, j'ai la certitude qu'ils sont bien rédigés. Donc je ne veux pas qu'il y ait une main invisible qui détruise ce qu'on a tous voté. 844, nous vous écoutons, Monsieur Ramos. J'ai envie de dire qu'il y a des fois, il ne faut plus défendre avec vigueur, parce qu'il y a des fois, les bras vous en tombent. C'est compliqué, mais cette affaire-là, c'était quand même, encore une fois, les petits contre les grands. C'était encore une fois Lactalis et Bigard. Et il ne faut pas oublier que quand du gouvernement, c'est-à-dire quand M. Chalmin a demandé les comptes à Lactalis et qu'il ne les donnait pas à l'époque, moi j'étais un jeune député, le vice-président du tribunal de commerce était salarié chez Lactalis. C'est-à-dire que si on laisse ce fameux peu, il peut y avoir des connivences qui sont des connivences locales. Et donc, je pense qu'on ne peut pas mettre peu adressé. Je pense que quand quelqu'un a contrevenu,
il faut que le juge puisse adresser et doive adresser. Et je le dis, j'ai plus haut beaucoup d'espoir que ces amendements passent. Je pense que Lactalis, les grands industriels, sont plus forts que les députés que nous sommes. Voilà. Et que, voilà, je dirais simplement que je ne suis pas assez fort. Voilà. Et donc, il va passer. L'industrie a gagné, Lactalis a gagné, Bigard a gagné. Et la représentation nationale, on est sur un scrutin public, je la scruterai avec attention, je dirais, aura encore été une fois, je dirais, dominée. Et ce n'est pas la politique qui domine nos débats aujourd'hui, c'est la finance et c'est les puissants. Vivienne, vous avez demandé la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Lors de cette suspension de séance, j'ai compris, entendu ce qu'a dit le ministre. Il ne peut pas, lui, au poste où il est, effectivement, contrevenir à ce qui est dans la Constitution. Mais mes chers collègues, c'est à vous que je m'adresse du coup. Parce que nous ne sommes pas juristes. Parce que nous en avons marre de temps en temps qu'on nous mette dans la face le problème d'anticonstitutionnalité alors qu'on pense que ça peut se tenter. Moi, je ne peux pas continuer à accepter que des gens comme Lactalis bravent la loi, bravent l'État, bravent le Parlement, bravent les Français, sans aucune sanction derrière. Alors que n'importe lequel d'entre nous irait directement en prison. Donc je vous demande de faire, en votre âme et conscience, un vote qui peut-être se révélera anticonstitutionnel, mais je ne pense pas que le Conseil constitutionnel prendra le risque de le rendre anticonstitutionnel face à des bandits pareils. Donc ça, c'est ma conviction profonde. Et je partage effectivement le même combat que Richard Ramos, qui est dans mon groupe. Mais nous ne sommes pas les seuls. Il y en a plein ici dans l'hémicycle qui veulent voir disparaître ces pratiques qui sont tout simplement des pratiques de voyous et de bandits. Donc réfléchissez. Je comprends à la fois que le ministre, le rapporteur et les rapporteurs ne peuvent pas donner d'avis favorable, mais nous, on peut voter en faveur de ces amendements. Oui, chers collègues, je voudrais m'associer à la réflexion qui est faite. Quand il y avait eu la première lecture, je m'étais exprimé sur la nécessité de la révision de la gouvernance des coopératives, ou en tous les cas de certaines coopératives dont la taille a amené de l'efficacité, mais a amené de l'éloignement pour les agriculteurs qui en sont les coopérateurs. Et j'ai écouté avec attention l'argumentaire de M. Potier et de M. Garot, et j'y souscris. Il y a quelque part, je ne suis pas convaincu que ce soit à la coopération d'organiser sa propre réforme, que nous les associons à nos réflexions. Là, ça aurait du sens. C'est le rôle du Parlement qui, bien sûr, va tenir compte du fonctionnement des coopératives et des remarques qui vont être faites. Mais à la base, il y a un enjeu majeur d'éloignement des coopératives et je trouve qu'il y a des similitudes avec le sujet qui a fait débat tout à l'heure. Ce sont des groupes qui ont atteint des tailles nationales, voire internationales, et je crois que ce serait du rôle de la responsabilité de l'Assemblée d'avoir à traiter de ces choses-là. Et la parole est à Monsieur Nicolas Turquois. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Monsieur le Ministre, à mes yeux, l'article 11 est l'article le plus important de votre projet de loi. Le plus important, en tous les cas, symboliquement parlant. Le titre 1, c'est très important pour le revenu des agriculteurs, mais c'est une succession de mesures techniques peu accessibles peut-être au grand public. Pour l'article 11, en mettant au cœur de votre projet les produits de qualité, l'alimentation de qualité par l'intermédiaire de la restauration collective, je crois que vous soulevez un véritable enjeu. C'est d'abord un enjeu pédagogique, parce qu'on donne un signal aux consommateurs. On parle souvent ici d'alimentation de qualité, mais force est de constater que pour bon nombre de nos concitoyens, et c'est presque un clin d'œil au moment où il y a eu l'annonce du plan pauvreté, mais bon nombre de concitoyens, ce n'est pas leur préoccupation majeure, parce que pour des questions de budget. Donc qu'ils puissent découvrir, qu'ils puissent avoir accès à une alimentation de qualité, qu'elle soit sous signe de qualité ou de bio ou n'importe quel élément de qualité, c'est déjà un très bon signal. Mais je crois aussi que c'est un élément très pédagogique vis-à-vis de nos agriculteurs en termes de signal. Ça donne la direction vers laquelle doit aller notre agriculture. Et là, à ce stade-là, peut-être certains s'en rappelleront-ils, mais
lors des premières discussions, que ce soit en commission ou en première lecture, je vous avais parlé de ma conviction que l'agriculture française ne pouvait pas être compétitive sur des produits de base, sans valeur ajoutée, avec du tout venant en termes de production au niveau mondial. J'avais cité un exemple. C'était le fils de mon voisin. Il travaillait pour une entreprise que vous connaissez, Kuhn, marchand de matériel. Il était basé en Russie. Et ses clients avaient entre 50 000 et 80 000 hectares. Donc, des éléments de comparaison et de productivité sans équivalent en France. Et en fait, il se trouve que cette année, cette personne est revenue reprendre la ferme familiale. Et j'ai eu l'occasion de le rencontrer la semaine passée. C'est extrêmement récent. Et je lui parlais de son expérience en Russie et du témoignage que j'avais fait dans ces mêmes lieux. Mais il me dit 50 000, 80 000 hectares, c'est vrai quand je me suis installé en Russie il y a 5 ans. Mais il y a un holding qui s'appelle AgroInvest qui désormais gère 500 000 hectares en Russie et qui, le mois dernier, vient d'investir d'un seul coup 60 000 hectares dans la région de Vladivostok. Donc, nos fermes, la mienne en particulier, 200 hectares, je pourrais la doubler, je serais à 400, mais je serais même pas 1%, je serais epsilon par rapport à cette agriculture-là qui ne respecte, dont les normes de production ne sont même pas des objectifs qu'on peut imaginer en termes d'utilisation de traitements, en termes de mise en œuvre de ses propres traitements. Donc il faut donner un signal totalement différent à notre agriculture. Et je crois que par cet article 11, par le signal des produits de qualité, des produits locaux, c'est une vision qu'on donne à notre agriculture. Et c'est en ça que je trouve votre article très particulièrement intéressant. Ça sera un article engageant, parce que 50% de produits sous signe de qualité, 20% de bio, il faut que l'agriculture française puisse y répondre. Et il va falloir des plans d'accompagnement. Vous en avez prévu, monsieur le ministre, et je vous en salue. Mais c'est très engageant et pour l'État et les collectivités. Mais je crois que c'est l'article le plus emblématique et le plus important du point de vue du symbole de votre projet de loi. Je vous en remercie, monsieur le ministre. Merci, monsieur le député.